composé un medley. Ça te tente-tu? Non? Ben, c'est pas grave. On va te le faire pareil. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday and a happy new year. Et c'est pas fini, ce n'est que le début. Ta déchéance, on ne l'a pas encore bu. La 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 la. T'es un gros méchant loup qui veut pas que je touche à ses cadeaux. T'es un gros méchant loup, vilain, vilain, vilain DJ. C'est ta fête, mon DJ, que les morveux se mouchent dans les brumes de ta bouche, te rend toujours mouillé. T'es un DJ genre royal, majestueux. On aime écrire DJ Georges en majuscule. Dans DJ Georges, la neige dans ta TV et les chansons perdues, ça mort sa radio coche. On sort les platines, tu peux mixer DJ Georges. On danse avec Étienne, Étienne, Étienne. On danse avec Étienne, Étienne, Étienne. Danse, 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 danse plus. Danse, 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 danse plus. Au rythme de tes fesses, on se fait aller les vœux sur Twitter, Facebook. Ouh, c'est ton anniversaire. Can you feel the fight tonight? Smell like sucre des ballons. C'est ta fête et le royaume animal, fais-toi. Je te souhaite des affaires. Des affaires qui tentent, plein d'affaires. Des affaires super le fun. Comme une tortue en skateboard. Ou des souliers qui courent super vite. Pourquoi pas une maison en bonbons. Plein d'affaires, parce que c'est ta fête. Oh oui, c'est ta fête. DJ Rock. Bonne fête, DJ. Ah, je sais, man, je sais. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Quand je sors, j'essaye toujours d'avoir l'air beau, tu sais, parce que, ben, le monde se regarde. L'autre jour, je m'en allais à l'anniversaire d'un de mes amis. J'y avais apporté un gâteau. À un moment, je me suis rendu compte que toutes les filles me regardaient comme si ils voulaient me donner une bougie pour en avoir un morceau. Là, dis pas que je m'enferme les pieds dans les escaliers, puis je me retrouve la face écrasée dans ma fierté. Ils ont ri.
C'était que l'on présente plus pour moi que mon salaire. C'est pour moi un lieu où j'aime venir tous les jours. Je viens ici pour apprendre. Je viens ici pour être avec vous, mes amis. Je n'aime pas qu'on me demande de renoncer à ça. Je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. Sans se soucier de mastiquer 70% de mon temps, j'en ai toujours tout plein les dents. 70% de mon temps, pourtant. C'est le groupe Polype qu'on salue, oui? OK. C'est le groupe Polype qu'on salue qui nous avait fait une toune thème, en fait, sans le savoir, qui nous en faisait une. On était à 70%, votre show... c'est quoi déjà à la semaine? C'est Plantu Pernaire. Ouais, ou du quoi de même. Ouais, avec un H en tout cas. Donc, bienvenue à 70%. Grosse émission ce soir, gros show énergie. Ça va brasser partout sur les lignes qui sont ouvertes. On a Antonio qui est avec nous. Antonio, tu vas nous parler de John McClane, en fait. C'est un petit peu le 13e apôtre. Dans un sens, oui, de la révolution réganienne, en tout cas, oui. OK, voilà. Donc, oui, on va parler de... Est-ce que tu penses que Bruce Willis a été avalé par John McClane? Ben, heureusement, quand j'ai vu Looper, je me suis dit, non, finalement, c'est quelqu'un qui a réussi à quand même sortir du héros réganien et faire... Faut pas oublier aussi, il a fait quand même un Corbin Dallas, là. Moi, je trouve que c'est peut-être John McClane dans le futur, dans le fond. Ouais. On a Bruno qui est là avec des nouvelles. Bernatchez qui est là aussi, invulnérable. Très content aussi il y a Mathieu Boudreau qui vient nous rejoindre un petit peu plus tard, je pense. J'imagine. Ouais, d'habitude il fait ça, là. Il n'y a pas de sirène de police, ça m'inquiète un peu, mais bon, on va voir tantôt. Sinon, très, très, très content de vous annoncer qu'on a Arcade en visionnement ce soir. Ce qui est bien avec le fait que ce soit Arcade, c'est pas autant que ce soit Arcade, c'est qu'en tant qu'institution qui se prétend très objective ici à Douteux, on est très content de vous proposer des choix variés quand vient le temps de voter. Et on ne pouvait pas passer sous le silence l'impact qu'a eu Highlander 2 de Quickening sur l'histoire du cinéma et sur le reste. Et c'est le film qui prouve qu'il ne peut en rester qu'un plusieurs fois. C'est quand même quelque chose d'assez potent. Et à partir de là, je veux dire, il fallait le proposer. Et voilà, c'est Arcade qui a gagné. Arcade. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Et d'ailleurs, quand j'ai vu qu'on était pour passer un de mes classiques du bon vieux temps, comme le film de la semaine passée, j'ai vraiment l'impression d'être dans la cave de Marc Barrette en banlieue de Val-d'Or dans le temps. On va écouter une chanson d'une artiste que j'adore beaucoup, une Québécoise de chez nous, à qui j'ai eu la chance de déjà faire une phase de lutteur. Oh non. Ouais, on va écouter tiré de la trame sonore d'un grand film québécois que tout le monde connaît par cœur, qui a gagné plein de prix dans nos cœurs. Ça va si je peux me permettre d'ajouter, s'il y a des gens de Québec qui nous écoutent, en ce moment même, on a une pièce de théâtre qui est en train de faire sa première. Je pourrais pas dire où précisément. C'est une amie qui fait ça, c'est pour ça que je le sais. Ils refont La Guerre des Tucs en pièce de théâtre, musical en plus. C'est tout. Ça s'appelle La Guerre des Tucs Remix. Checkez ça. Yeah, yeah. À 70%. L'émission des champions sur Douteux. Petit salope! Fais-le! Fais-le! Laisse Jésus te baiser! Laisse Jésus te baiser! Laisse-le te baiser! Donne-moi ça, donne! Donne! Lâche-moi! Lâche-moi! Chris! Madame McNeil, ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Je t'ai dit d'aller voter! Sur le site de douteux.org!
sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Aujourd'hui, je suis un petit peu transparent. Parce que j'ai mis ma chemise avec du verre dessus. C'est une bonne idée, hein? T'es flamboyant quand même, Bruno. Qu'est-ce qui se passe de bon dans l'univers? Est-ce qu'on a un dépanneur cette semaine? Non, malheureusement. Mais on va en avoir un qui devrait au moins te ok, c'est bon. Plaisir, all right. Oui. Lui, il amène l'actualité. D'accord, alors on commence tout de suite. Christopher John Clark de Memphis, Tennessee, qui a été reconnu coupable d'une douzaine d'accusations criminelles, dont vol de voiture, voie de fait sur un officier fédéral et possession d'armes illégales, conteste la décision de la Cour car il croit que l'avocat qui le représentait était incompétent. Son avocat, lui-même, affirme qu'il n'était pas mentalement apte à se représenter au moment du procès. C'est comme l'incarnation du Catch-22. C'est pas vrai. La Cour a décidé de refuser cette demande, affirmant qu'un test psychologique a révélé qu'il était apte à se représenter, l'incompétence n'étant pas un critère valable dans ce genre de situation. Le juge aurait tenté de dissuader Clark de se représenter lui-même à plusieurs reprises lors du procès. Il attend son verdict qui devrait être prononcé cette semaine. Il fait face à 50 ans de prison. Man! Et il fait rappeler que le juge ne connaît rien. Oui. Exactement. Next, c'est vraiment un héros, ce gars-là. Nathaniel Lee Smith de Lauderdale Lakes, en Floride, a appelé le 911 afin de signaler un vol. Parmi les items volés, un pied de biche miniature et une tuque noire. Après avoir fait leur enquête, la police a réalisé que 2 entrées par infraction avaient été commises par un homme portant une tuque noire avec un pied de biche miniature. Il semblerait que le propriétaire de la deuxième résidence que Smith a tenté de voler l'aurait repoussé en le sprayant d'en face avec du Windex. Pow! Smith serait parti les mains vides en oubliant le 10 pieds de biche et la tuque noire sur le lieu du crime. Smith aurait affirmé avoir appelé la police pour éloigner les soupçons. Oui! Cover, là, tu sais, je me suis fait voler. Ben oui, je me suis fait voler par le gars chez eux. C'est ça, exactement. Donc, il fait face à des accusations de kidnapping et d'invasion de domicile à main armée. Man, c'est beau, ça. Ouais, c'était celle-là. Ça en fait quand même 2 d'affilée assez pas pire. Oui. Ça va bien dans l'univers. Ça va bien. Ça va bien. On est gâtés. On est gâtés cette semaine. On n'a pas beaucoup, mais... Des bonnes. Ouais. Une troisième. Un professeur de chimie qui visitait la Belgique pour donner une conférence à l'université de Wageningen aux Pays-Bas a décidé, une fois la conférence terminée, d'aller trouver quelques vidéos sur lesquelles il allait se masturber ce soir-là, en allant sur Pornhub, sur le même ordinateur qu'il avait utilisé pour la classe, qu'il était encore plugué après le projecteur. La classe était... Non, c'est trompé de photo là. Je me suis peut-être trompé par exemple. Mais il était-tu comme au courant, genre? Fait... Ouais, c'est moi qui s'est trompé, Lui, il avait assez pas de pudeur pour aller faire le tri en avant de tout le monde ou il a oublié que son ordi était plugué? C'est pas sûr. Je suis pas sûr. On le voit ici. En fait, la classe était vide au moment de l'incident, mais les étudiants visionnant la conférence par Internet ont pu voir la chose se dérouler. Une image des activités périscolaires du professeur a été... Périscolaire! C'est un mot, ça passe. C'est le fun, hein? A été amené à l'attention de l'administration de l'école qui a demandé au professeur de quitter. On le voit ici. On voit ici sur quoi il va se masturber ce soir-là. C'est ce qu'on voit, mais je veux... Pour vrai, il s'est fait mettre dehors à cause de ça. Il s'est pas fait mettre dehors. C'était pas lui qui travaillait, tu sais. Ok, ils ont dit, va-t'en chez vous, va penser à ton affaire. Il faut toujours sortir la blague de Woody Allen, non? C'est pour mes recherches. Enfin, c'est la vieille blague qu'il fait. Tu veux dire, je suis marié à ma fille, c'est pour mes recherches. Et voilà. Merci beaucoup, Bruno. On continue à 70% avec notre invité de la semaine, c'est Antonio. Je n'ai pas appris ton nom de famille par cœur. Dominguez, ouais. Dominguez. Et voilà, Dominguez, ça veut dire...
Non, c'est vraiment très plate parce que c'est un nom très commun comme Tremblay ici. Ouais, comme Chang, mettons. En fait, c'est vraiment pas Smith. C'est un peu dans cette logique-là. Et puis tu nous rappelles que t'es pas né à Repentigny, mettons. Exact. Et Madrid. Là-dessus, tu vas nous parler de John McClane, de l'ordalie perpétuelle, d'un des grands héros de... Est-ce que c'est un nouveau Jésus, John McClane, tu penses? Il y a des références christiques parce que dans tous ces films, les action heroes, que ce soit Rambo, que ce soit les différents Rocky, etc., il y a toujours un chemin de croix qui est comme un montage d'entraînement. Ouais, enfin, c'est toute une sorte de révélation à soi-même, etc. Ouais, je comprends. C'est très born again. Faire face à son waspicisme pour être capable de mieux le transcender ensuite. Voilà. Souvent, il est un retour aux sources. Là. Oui, il aime ça, les couteaux, puis s'entraîner avec des charrettes. Le retour à la forêt, à la wilderness. C'est l'Amérique aussi qui se ressource dans son passé. Elle est tellement forte, l'Amérique, quand elle se ressource. Ouais, exact. On n'a pas perdu la guerre du Vietnam. C'est les diplomates qui ont perdu la guerre du Vietnam. C'est exactement le contexte des action heroes. Et voilà. Donc, John McClane, pourquoi lui en particulier? John McClane, il est quand même... je trouve qu'il est déjà assez intéressant. Il est déjà en réaction par rapport au tout premier modèle du type Rambo, etc., qui sont précisément dans la revanche fantasmatique de la guerre perdue, mais qu'il faut sans cesse regagner, genre Missing in Action, etc. Notre ami gratter la gale. Gratter la gale. Donc, une fois que ce modèle-là, le corps très bodybuildé de Schwarzenegger, de Stallone, etc., lui, il embarque comme pour faire plus un héros prolétarien. C'est un héros très blue collar, mais c'est aussi un héros survivaliste. C'est un héros qui, c'est un average guy qui se retrouve dans une situation où, sous pression, il va dévoiler le meilleur de lui-même, c'est-à-dire ses aptitudes, son ultra-virilité, sa violence, sa capacité d'énorme violence, qui, dans le contexte précisément de la violence américaine, est bien entendu un grand atout. Oui. Puis je pense que le cinéma nous a bien rappelé qu'il y avait un concept de violence américaine qui existe pour vrai, dans le fond. Oui, c'est-à-dire que l'Amérique se définit beaucoup par rapport à cette violence-là, parce que c'est le western. Puis lui, dans tout le premier Die Hard, qui reste sans doute le plus intéressant. C'est l'iconique. C'est l'iconique, puis c'est là qu'il crée vraiment tous les codes, etc. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a tout le temps la référence au western, tout le temps les références à John Wayne, etc. C'est surtout Alan Rickman qui ironise sur le fait que McClane se prend pour un cow-boy. Et donc, c'est aussi la façon de réagir de la même façon que Reagan reprenait la figure du cow-boy contre les détracteurs de cette Amérique éternelle, fondatrice. Lui aussi, il fait des blagues. Donc, dans sa réponse, c'est précisément, il dit que lui, il préfère, qu'il s'identifie pas exactement avec John Wayne, mais il s'identifie avec un western, avec un cow-boy très ridicule qui était Roy Rogers, qui était une sorte de singing cowboy à l'époque très très douteuse, précisément des westerns musicaux. Banjo puis coucher de soleil à tous les jours. Exact. Donc c'est l'ironie qu'il fait, mais en même temps, on sait pertinemment que oui, c'est le nouveau cowboy et que effectivement. Puis je veux dire, cette référence-là aussi, c'est comme une zone de confort qu'ils sont en train de titiller, là, dans le sens que si ils ramènent tout à la définition plus simple d'un jeu de cowboy puis d'indien, mettons, ça fait que tout est plus polarisé, donc zone de confort, c'est très américain. Oui, puis à nouveau, il doit donc c'est ça, se réapproprier l'espace qui a été doublement envahi par les étrangers, puisque c'est à la fois la Nakatomi Tower, donc c'est le takeover japonais sur l'économie. Et les méchants, c'est des Allemands. Et les méchants, c'est des Allemands, un peu sur le modèle de la bande de Baader-Meinhof, qui était le modèle dans le roman. Le roman est beaucoup plus politique, le roman est très intéressant. C'est basé sur un roman, on oublie souvent, mais c'est vieux aussi. Nothing Lasts Forever, de 79. Donc, un roman de l'époque Carter. Précisément, ce qui est intéressant, c'est que le héros reaganien va s'opposer à Carter, clairement, de la même façon que Reagan s'opposait à Carter. Carter est constamment accusé dans la rhétorique républicaine d'avoir été mou, d'avoir été une couille molle, d'avoir été finalement une sorte de PD. Faire des maisons pour les lâches, c'est ce qui est resté. Il n'a jamais tiré un coup de feu non plus, Carter. Exact. Donc c'est cette idée-là, réganienne.
Et donc, d'ailleurs, beaucoup d'études ont été faites par rapport au corps, ce qu'on appelle les corps durs. Donc c'est assez drôle parce qu'évidemment, ça devient très homoérotique de façon involontaire, mais à vouloir être tellement macho et tellement surviril, ça devient presque ridicule. Ouais, effectivement. Et les autres. Ouais. Mais ben même je dirais John McClane beaucoup moins parce qu'il garde souvent sa chemise, il a un petit peu plus sa pudeur de mâle viril, mais les autres sont tous imberbes puis ciselés comme des statues grecques, puis on sait que les Grecs c'est la virilité. Exact. En tout cas. Mais d'ailleurs, c'est aussi par rapport à l'opposition avec le corps dur bodybuildé, le corps de McClane, c'est un corps qui va vraiment se révéler dans la souffrance. Donc précisément petit à petit, le fait qu'il saigne éternellement, il est pieds nus, il court sur la glace. Saigne éternellement, j'adore ça. L'évolution de la salissure de sa camisole. C'est essentiel. C'est essentiel dans ces films, on attend ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans le premier, il se met en t-shirt. C'est le modèle sexuel créé par Brando dans le tramway nommé Désir dans les années 50. Il se réapproprie ça avec sa femme, donc dans la scène où ils ont une sorte d'intimité à un moment donné, avant que tout pète et que les terroristes embarquent, etc. Il y a juste un petit moment où il se change. Oui, il y a un petit moment d'intimité avec sa femme. Ça, c'est important. Ouais. Et puis c'est là où déjà il prend cette sorte qui devient une sorte de parure parce que ça devient presque l'armure de McClane, c'est son t-shirt. Et ce n'est pas son corps comme le corps cuirassé de Schwarzenegger, qui devient d'ailleurs une machine dans Terminator, etc. Donc lui, c'est un corps humain, c'est un corps qui souffre, et c'est un corps qui est dans un processus de durcissement par la volonté. Parce que McClane, c'est le triomphe de la volonté. C'est pas un héros qui a déjà un corps surhumain d'avance qui lui permet. Donc ça va être un héros de la débrouillardise. Ben c'est un archétype de héros américain. C'est comme si Joe Average pouvait devenir le Joe. Le sauveur. Voilà. Messie dans un certain sens. Le Messie, exactement. Et la figure de la nation triomphante, parce que c'est beaucoup ça qui se crée avec ce cinéma réganien. Quel mythe, pareil, John McClane, c'est que... Puis d'ailleurs, c'est drôle, par exemple, par rapport au truc du cowboy, ce qui est drôle, son yippee-ki-yay motherfucker, ce qui est drôle, c'est que l'expression yippee-ki-yay est une sorte d'expression du vernaculaire cowboy hollywoodien, mais ça vient d'une chanson comique de Bing Crosby, qui est I'm an old cowhand from the Rio Grande, qui était dans un western aussi musical des années 30, qui s'appelait Rhythm on the Range. Et donc, toujours cette idée d'une sorte de western qui a perdu sa raison d'être parce que c'est devenu tout simplement folklorique, mais que McClane va réinvestir et qu'il va se réapproprier le vrai mythe de la frontière. Donc, c'est toujours, on prend quelque chose qui était un peu con, mettons, un peu la figure très commerciale du western, et lui, il va lui donner son véritable sens. Et il ajoute le motherfucker, c'est-à-dire qui était encore un mot qui était pas tout à fait qui était un mot qui n'était pas tout à fait utilisé dans le cinéma. Puis une autre chose drôle dans le Yippee-ki-yay, c'est qu'en fait cette chanson-là avait été reprise par Sinatra, et Sinatra avait été le premier Joe Leland, qui est le nom du personnage dans les romans. Donc c'est assez curieux. Dans un film d'ailleurs très intéressant qui s'appelait Le Détective. Parle-moi d'une référence de passer par là. Un petit délire ça vient tout rajouter au mythe du personnage de John McClane. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire des Die Hard, tu penses? Je pense que quand il va vraiment mourir, c'est-à-dire quand il n'y aura plus de Die Hard après Bruce Willis. Sauf s'ils essayent de le réinventer. Mais moi je pense que le dernier est quand même... Il est un ultimate low parce que le dernier n'est plus du tout mythique. C'est-à-dire que, alors que les autres ont réussi à garder jusqu'au 3, quelques je dirais. constantes, jusqu'au 3, le 4. Effectivement. Déjà, le 4, il a complètement changé. Moi, je pense qu'une chose importante aussi avec McClane, c'est que c'est pas seulement lui le mythe, parce qu'au fond, il est défini par peu de choses, comme les héros homériques, d'ailleurs, qui sont définis par très peu de choses. Simple. C'est sa femme, sa définition. Sa femme, le fait qu'il doit toujours la récupérer. Voilà. Donc, cette idée de réaffirmer la famille, etc., qui revient tout le temps. Mais c'est aussi un espace et une temporalité. Donc, dans les deux premiers, c'est Noël d'un côté. D'ailleurs, le symbole absolu, d'ailleurs, la de chanson, Jésus, voilà, ça le messianise encore plus. Etc. Mais il y a le fait que c'est un film de Noël, que c'est un film catastrophe. C'est-à-dire que cette idée, un film catastrophe de Noël, cette idée que
ce n'est pas un film purement du policier, ce n'est pas un pur thriller, c'est la collusion de plusieurs genres. Mais lui, c'est un héros de film catastrophe, c'est un héros survivaliste. Donc c'est ça aussi qui est la différence par rapport aux héros de Vietnam ou des choses comme ça. C'est que lui, c'est surtout, il doit survivre à cette expression. Puis il était prêt à réagir s'il y avait eu, mettons, des singes avec des katanas. Exact, ça aurait eu quoi. S'il y avait eu un démon de la dimension parallèle. Il aurait tué avec quelques trucs parce que c'est toujours de la bricole, c'est utilisé. Voilà. Alors, ce qui a beaucoup marché au début, c'était le huis clos et l'unité de temps et l'unité de lieu et l'unité d'action. C'est-à-dire que quelque part, c'est quelque chose de très classique parce que c'est ce qui marchait, c'était l'urgence temporelle, le fait qu'à chaque fois, il a très peu de temps. Presque, c'est des films presque en temps réel, la plupart du temps. Là, on parle des 3 premiers, mettons, par rapport aux 2 derniers. Voilà. Et dans le 3e, il y a le tournant parce que dans le 3e, c'est la ville entière qui devient un huis clos, c'est New York qui devient. Mais ça ne marche plus par la suite. C'est-à-dire qu'après, dans le 4e précisément, il n'y a plus ce huis clos parce il va à Washington, mais il bouge sans arrêt. Et puis dans le dernier, c'est Moscou. Ça devient ridicule parce que ça devient. J'ai comme hâte de le voir. Le dernier, pas lui donner de cash. Le dernier, il perd complètement les repères. C'est ça. C'est-à-dire que et d'ailleurs, il perd lui-même ses repères puisqu'il n'est plus dans l'Amérique et qu'il ne défend plus l'Amérique. Penses-tu qu'ils sont en train d'essayer de voguer sur la vague des Expendables pour essayer de tourner ce mythe-là en espèce d'objet de dérision, blague qu'on va pouvoir faire surfer à volonté? Ce serait une des fins du mythe. Moi, je pense que là, s'il continue dans cette voie-là, le mythe n'a plus aucune constance. Donc, du coup, ça devient n'importe quoi. Et c'est ça, le dernier, c'est que ça pourrait être un film. C'est pas un film de John McClane. C'est un film qui pourrait être... L'hélicoptère. Ouais, l'hélicoptère qui revient. Il est en train de tomber avec l'hélicoptère. Il y a quelques codes qui reviennent comme l'hélicoptère. Et puis le fait qu'il devient un père et que c'est tout le truc sur la filiation, ça perd aussi le côté initial du Survivor, etc., etc. Donc là, il défend sa famille, mais ce n'est plus en récupérant sa femme. Même sa femme n'est plus là dans les 2 derniers. Et il essaye de récupérer ses enfants. Puis on dirait que ça marche beaucoup moins bien parce qu'il perd ce qu'il avait fait comme original et ce qu'il lui avait donné ses signes d'identité. Donc en fait, là, c'est un McClane qui n'a plus ses signes d'identité. Et d'ailleurs, c'est très révélateur dans le dernier film, mais c'est lui qui cause un peu le fuck-up. Alors que jusqu'ici, c'était tout le temps les autres, c'était l'administration, tout ça qui causait le fuck-up. Ici, c'est lui, d'une façon assez conne d'ailleurs dans le film, c'est pas très intéressant la scène, mais c'est lui qui fait que la mission de son fils échoue. Et son fils d'ailleurs, qui est un héros totalement différent, puisque son fils... il est professionnel, il est pas alcoolique. Voilà, exact. Donc ce n'est plus du tout le modèle McClane. Donc c'est ça qui est un peu triste. Même à la fin du 4, moi j'ai trouvé ça assez extrême. Tu parles de héros qui peut saigner de manière éternelle. J'ai tout le temps vu, je me demandais, c'est Son Goku ou c'est John McClane qui ont le plus de HP. C'est Jason ou c'est John McClane. Puis à la fin du 4, après toutes ces épreuves et tout le reste, il lui restait encore la force de se tirer une balle au travers de lui-même pour pogner l'autre. Puis après, ça, j'ai trouvé que c'était comme de pousser le concept du John McClane divin à un niveau que là, moi, il brisait le cadre, mettons. Qui court dans vite parce qu'il n'y a pas le choix. Il ne fera plus jamais de sa vie, mettons. Mais là, en tout cas, c'est... Merci, Antonio. On va en reparler encore un petit peu tantôt. C'est un 10 minutes qui vient de fondre en sapristi. C'est le fun aussi d'avoir parlé du corps, parce que tu sais que le scénario pour Die Hard 1 était censé être le scénario pour Commando 2 au départ. Donc, ça aurait dû être Arnold Schwarzenegger qui aurait dû jouer le rôle. Il y a eu plusieurs choses. En fait, au début, c'est ça, c'est le roman. En fait, un truc drôle avec le roman, c'est que le roman, il y avait une couverture. La couverture du roman, c'était un hélicoptère et un building en feu. Et en fait, le mec... exact, très douteux. Très douteux. Ça, souvent, c'est contagieux. Et le producteur, Lawrence Gordon, a juste regardé la couverture et il a dit, apparemment, historiquement, « I don't need to read it, buy it ». Donc c'est juste, il y a un truc entre... on fabrique des codes ou on n'en fabrique pas. Hein? Voilà, là-dessus, on va aller écouter un clip choisi par notre ami Dieu le Père, ainsi que 2 séquences tirées du long-métrage de ce soir. On va revenir en parler un petit peu, puis j'ai l'impression que Bernatchez est en feu. Hein, Bernatchez? Ah, moi, écoutez... c'est ça. Go!
distinguer. Et c'est la plus forte aussi. Et c'est sûrement pour elle qui me tape mon petit bébé chéri. Enfin, si ça marche. Si tu veux la nurse, tu demandes à Venus. Si tu veux piner la lapine, tu demandes à Venus. Si tu veux le French maid, blind date, ordinary, tu demandes à Venus. Si tu veux la déesse, tu demandes à Venus. Si tu veux la loupe déesse, tu demandes à Venus. Si tu veux la tendresse, pour ton maîtresse, taille l'obéis à Venus. Si tu veux la nurse, tu demandes à Venus. Si tu veux piner la lapine, tu demandes à Venus. Si tu veux le French maid, blind date, ordinary, tu demandes à Venus. Si tu veux la déesse, tu demandes à Venus. Si tu veux la loupe déesse, tu demandes à Venus. Si tu veux la tendresse pour ta maîtresse, taille l'obéis à Venus. C'est vrai, ça. Bonjour Alex. Quoi? Je t'ai vu me regarder ce soir. J'ai écouté tes pensées. Tu veux jouer? C'est aussi ce que ton petit ami voulait. Et où est Greg? Ici, avec moi. Il a perdu la partie et j'ai gagné son âme. Voyons si tu seras plus digne de moi. Viens. Quel que soit le couloir que tu choisiras, Alex, il te conduira face à ton destin. Ta vie entière est vouée à l'échec. Tu perds du temps. Choisis un couloir. Je viens te chercher.
Êtes-vous en train de rire de mon thème? Délire et niaiserie au rendez-vous. Délire et niaiserie au rendez-vous, c'est le cas de le dire. Salut les capotés. C'est nous autres. Il vaut des milliards en or, en dollars. C'est le plus riche, le plus roublard. Picsou, il l'a trouvé. Voilà, Picsou. Il n'y a pas beaucoup de films de Picsou. Vu qu'on parlait de cinéma aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler de cinéma. Tu sais, j'ai écrit une chronique pendant que Antonio parlait. Puis, vous trouvez, c'est moi où il n'y a pas beaucoup de films de Picsou, hein? Il y en a-tu? Il y en a un, finalement, en fait. Genre, je l'ai réalisé maintenant, finalement, qu'il y en avait un, là, mais... Ça s'appelle-tu Picsou, le film? Ça s'appelle, c'est, ouais. Howard Ouais, the hein? Waste. Mais je me suis mis à rêvasser sur de quoi pourrait avoir l'air un film de Picsou réalisé par d'autres réalisateurs. Ah! Ça, c'est le fun. Fait que c'était la prémisse de ma chronique. Alors voilà, par exemple, je me suis dit, Picsou réalisé, tu mettre des images Picsou derrière moi, ou devant moi, ou en avant puis derrière. Moins de Bernatchez, plus de Picsou. Ouais, 3 couches de Picsou. Pourquoi il s'appelle Flagada? Parce que il est... alors ouais, je pensais à Picsou par James Cameron, par exemple. Ah. Ok, j'aime ça quand tu fais ça. Ouais, c'est ça que je fais. Ok, Ouais, c'est vrai. Je pensais à Flagada. Là. Oh, ouais. Film événement à la fine pointe de la technologie, doté d'un budget de 300 millions de dollars et d'une liberté créative totale, le film veut nous amener dans un Canardville d'un réalisme époustouflant. La célèbre métropole fut recréée à l'échelle dans un réalisme spectaculaire. Le film créa une vague de déprime chez les gens plus faibles qui avaient de la misère à quitter ce monde féerique pour retourner dans leur vie de marde. Pour créer son chef-d'œuvre, James Cameron a étudié le comportement des canards dans les contrées les plus sauvages de la planète pendant près de 7 ans. Il réalisa notamment que les canards semblaient se foutre éperdument de l'argent, préférant grandement voyager, ce qui les rend supérieurs à l'homme. Il utilisa son milliard de dollars de profit pour se créer un corps artificiel de canard pour aller voyager dans le ciel avec ses amis ailés, ce qui... Pas encore fini le synopsis. Ce qui fit de lui la tête de Turc aux Oscars et aux Golden Globes cette année-là. Ils ont tout ri de lui. Est-ce que c'est le film où Picsou rencontre l'amour, finalement? On n'a pas l'histoire du film. Non. C'est pas important, de toute façon. Mais Canardville est d'un réalisme époustouflant. C'est comme si tu marchais dans les rues de Canardville, t'allais dans la boucherie de Presque toucher Canardville. les buildings qui peuvent pas tenir debout. Les là. canards, les villes. Ça donne crissement bien pareil qu'il habite Canardville, Picsou. Un drôle de hasard, ben, j'étais un canard, c'est là que j'irais aussi. Mais... Peut-être. C'est la métropole. C'est la métropole. Humainville. Oui. Ok, ben, c'est vas-y, ça, man. le reste autour, c'est des humains-villes. Ouais. C'est Picsou par David Lynch. Picsou fait des cauchemars toutes les nuits et est prisonnier d'une détresse sans nom. Zaza peinture les murs de sa chambre avec son sang menstruel. Gérard Mentor ne fait plus la différence entre la réalité et la fiction. Riri, Fifi et Loulou s'échangent leurs vêtements et par le fait même leur personnalité. Ouais. Imagine si Riri devient Fifi. Ben pas littéraire en tout cas. Parce qu'on sait qu'ils étaient très différents, Ben, les c'est ça. trois. La vie est une joute d'échecs constante dans laquelle tout le monde perd. Pourquoi se lever le matin? Flagada Jones n'est plus capable d'arrêter de pleurer. Les fruits sentent la marde. La nuit est longue, beaucoup trop longue. Fait que c'est Picsou par David Lynch. Et moi, des images de Picsou Nintendo, ça met le monde de bonne humeur. Ensuite de ça, Picsou par Spielberg. Tu sais, toi, t'avais du Picsou, mais c'était pas le bon, là. Non, c'était pas lui, je voulais. Ça, c'est Picsou, mais ben, il est bon aussi, ça, c'est bon. Ouais, c'est du bon Picsou, mais toi, tu veux... Ah, bah ça, tu peux le laisser. Chris, ça a bien été. Il y a des chiens dans Canardville. Aïe. Picsou, on te suit, on te suit. Oh, oui. Picsou par Spielberg. Alors, c'est comme un hommage à son film de Tintin, qui est un hommage à son film Indiana Jones, qui est un hommage au film d'aventure des années 30 que juste ceux qui les ont vus quand ils étaient jeunes aiment. Voilà. Ensuite de ça... Ça va faire fortune au box-office pareil. Ça va marcher, vous allez le voir. Picsou par Éric Romer. Picsou, interprété par qui nie pas de pantalon, s'assied au pied du plus grand chêne de Canardville. Oui. S'assied au pied du plus grand chêne de Canardville, de vin rouge à la main, et se met à rêver tout haut à propos des femmes et de l'amitié. Ce film très théâtral de près de 3 heures ne fut pas très bien reçu par son public cible, les enfants.
Les adultes l'ont aimé, mais ils vont pas voir les films de Picsou. Picsou par Michel Gondry. Ce serait cool. Ensuite, ouais. Picsou par Tim Burton. Picsou interprété par Johnny Depp et Flagada Jones interprété par Helena Bonham Carter entre dans une machine mystérieuse de Géo Trouve-Tout interprétée par Danny DeVito au regard absent qui les amène dans un monde féerique en noir et blanc constitué d'hommages à l'expressionnisme allemand et aux films d'horreur des années 30 et 40. Puis à un moment donné, il y a un canard qui embrasse un humain, puis là c'est comme un peu awkward là. La musique sirupeuse de Danny Elfman n'a d'autre effet que d'accentuer l'effet de déjà-vu du réalisateur fatigué. Le film n'étant rien fidèle à la BD d'origine, heureusement que personne dans la foule ne s'en rend compte puisqu'elle est d'IMO étudiant au cégep. Heureusement qu'ils sont là, sinon Tim Burton... Ouais, j'avoue que ces 10 dernières années, c'est pas ses meilleurs. Ces 12 derniers films, dont 13 avec Johnny Depp. Johnny Depp, dont vous êtes les héros. C'est contre Johnny Depp, mais c'est parce qu'il y a un peu de déjà-vu. Là. C'est parce qu'on l'a vu en culotte comme ça, mais pas comme ça. Puis, oui, on l'a vu en noir, mais pas en noir foncé. Et voilà. Noir shiny. Noir shiny. Il paraît que ça va mal avec sa femme, je vais le garder proche. Oui. En terminant, Picsou par Gaspard Noé. Tout le temps, hein? Tout le temps. Rentrant seul d'une soirée, Picsou est victime d'un insoutenable viol. C'est tout le temps. Riri, ivre de vengeance et de rhum, se lance sur les traces du violeur, tandis que Fifi et Loulou tentent de retenir ce dernier, avant de céder à leur tour à d'irréversibles pulsions animales de sang et de mort. Je suis sûr que t'as déjà utilisé ce texte-là exactement pour changer 2-3 mots, là. Pour les habitués. Alors, et voilà. Ben, merci beaucoup, Julien Bernatchez. En salle l'été prochain. C'est sûr. Tous les films que t'as nommés là. Toutes. Ça va être un été chargé. Hey, là-dessus, je pense qu'on va s'en aller parler un petit peu du long métrage. Ça nous tente-tu? Non, ça me tente pas tout de suite, là. Mais un clip, on va revenir avec des nouvelles avec Bruno. Bon, ouais. À 70% sur les ondes de douteux.tv. La télé des délaissés. Faites attention dans les escaliers, hein. Ça marche. Salut, fiston. Les saints. Là, je te parle pas de Jésus pis ses chums, là. Non. Je te parle des nénés, des tontons, des boules, des tonnes, des melons, des rats, des pare-chocs. Écoute-moi bien, là. Laisse-toi pas tromper par les apparences. Piston, ne pars jamais avec les premières boules venues. Non, tu dois les tenter en premier avant de savoir si elles te chargent. Je te parle du toucher. Et tous les autres sens aussi qui sont importants. Le goûter. La vue, spot, l'odorat. Personne veut jouer avec des seins qui sentent la canicule d'été. Puis Louis, pas envie de l'entendre courir tout nu dans la maison. Des seins comme un char. Faut essayer plein de modèles pour trouver ce qu'il te faut. Dans les modèles, t'as les trompettes, les bananes, les mitaines de faux, les bas collants avec un orange dedans, les petites galettes, grosses galettes, les molles, les dures avec des motons, pas de motons, les jumeaux non identiques, les petites craques, les grosses craques, les longues craques, les courtes craques, les remontées pour rien, ceux qui tombent pour rien, ceux qui même de dos sont sur chaque côté. Des gros brunis de centre de bronzage, ceux avec des varices, ceux pas de varices. Comment savoir qu'une craque est large? Est-ce que tu peux mettre un doigt? Parfait. 2 doigts? Ça passe encore. Tu peux mettre une main complète entre les seins? No. Quand t'es rendu que tu peux faire sans toucher aucun des deux seins, trop large. L'idéal, c'est quand tu peux passer ta carte de guichet dedans pis que c'est tough. Pour bien choisir une paire de seins, il y a plein de facteurs. Il n'y a pas juste la grosseur ou l'art. Les pins, c'est important. Quand ça ressemble à des orteils de bébé, c'est super cute. Quand ça ressemble à des orteils de reconstruction, no fucking way, là. Ce qui fait le plus mal au cœur d'un homme, c'est que la paire de seins est géniale, mais que la pin est fucking laide, ça ressemble à un stopper de porte. Le mamelon, papier, la patch ou le washer, c'est vraiment important, ok? Faut que ce soit proportionnel au sein. Tu veux pas te retrouver non plus avec un poids de gros comme un sous-vert ou qui a l'air du logo de Mastercard. La couleur aussi est super importante. Trop brun, trop noir. Faut que ça aille avec la teinte, c'est de la fille. Et encore pire qu'une grosse patch, c'est la grosse patch avec du poil. Oh, c'est souple, non. Et quand tu peux faire des tresses de boules, non. Avec des tout petits seins, là, tu tires sur un dreamcatcher. C'est la même chose aussi. Pas parce qu'ils sont gros qu'ils sont nécessairement parfaits. Plus ils sont gros, plus ils viennent mou. Fiston, méfie-toi des seins refaits. Demande-toi toujours qui c'est qui a payé pour ça. Moi, je connais des filles qui se sont servies de leurs seins refaits pour payer leurs études. Mais je connais aucune fille qui s'est servie de ses études pour payer ses seins. PS, si t'as pas un beau pénis, tu peux pas rire des seins. Je l'ai, je le vole! Mais voyons dans les deux vols! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Nick, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Laurie! Alex, qu'est-ce que Écarte-la! T'es dingue, Alex, calme-toi! Séquence de arcade de 1993. C'est un slasher, donc les adolescents meurent dans l'ordre. Et ici, ils vont dans la maison d'une de leurs amies qui est plus là. Acting. Regarde comme ils sont beaux. Qu'est-ce que tu vois? Les anges. On l'oublie trop souvent. Regarde tous ces anges. Je suis l'avenir. Je suis Arcade. Comment t'appelles-tu? Il faut éteindre ça, Laurie. Je vais l'éteindre, d'accord? Non! Sortez de chez moi! Mais vous n'êtes pas mes amis. Je n'ai pas d'amis. Alex, ne me laisse pas ici. C'est donc bien fait. Tu pourrais oublier Greg et garder Alex pour toi tout seul. Je vais changer de chaîne. Alex, si tu ne joues pas en respectant mes règles, je viendrai jouer dans ton monde. Oh non, j'arrive pas. Mon Dieu. Ah, Laurie! Je suis l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Là-dessus, lève le micro. Bruno, nouvelle? Oui, nouvelle. Pendant qu'on a une nous, hey, ils viennent de se sauver, gars, ils ont mis la patère dans la TV. On peut rien faire. Ben, ils l'ont sauvé en mettant la patère dans la TV. Exactement. C'est juste ça prenait. Une patère. Une patère. Traînez toujours votre patère. Silver coated, plus tout. Alors, on continue en nouvelles alors que je visite ma bibliothèque. Keith Klein de Fairfield en Illinois a été arrêté pour conduite en état d'ébriété et transporté en prison. Environ 30 minutes plus tard, Klein a été libéré après avoir payé sa caution. En sortant de prison, il s'est arrêté pour uriner sur les escaliers de la dite prison. L'officier de police qui l'avait arrêté l'a aperçu sur la caméra de surveillance et est sorti afin de l'arrêter une deuxième fois pour conduite désordonnée. Klein a payé sa nouvelle caution et a été libéré à nouveau en attendant son procès pour les deux chefs d'accusation. Pour les deux chefs d'accusation de champion du titan de l'invulnérable. Une dernière? Une dernière. Alors, les élèves de la Park Elementary School de Brooklyn Park au Maryland sont rentrés à la maison avec une lettre la semaine dernière expliquant aux parents qu'un incident impliquant de la nourriture avait dérangé l'école et que si les enfants avaient besoin, le conseiller de l'école pourrait les rencontrer pour en parler. La lettre reste vague quant aux détails de l'incident. Il semblerait que Josh Welsh, un garçon de 7 ans, ait façonné sa Pop-Tart afin qu'elle ressemble à un revolver. Quand son professeur a vu la pâtisserie, Josh a aussitôt su qu'il était dans le trouble. Ses parents ont été appelés afin d'informer que Josh avait été suspendu pour 2 jours suite à cet incident. Parce qu'il a fait de l'or avec sa Pop-Tart. Oui, la politique très stricte de l'école indique que les armes à feu ou quoi que ce soit qui pourrait Ah, c'est être ça, la Pop-Tart sans gun! Quoi que ce soit qui pourrait être confondu pour une arme à feu est strictement interdit, sauf que là, c'est une Pop-Tart. C'est une gang de cave. Bon, hein? Ben oui, mais est-ce qu'ils ont expliqué au professeur que les Pop-Tarts, ça peut pas tuer des gens, à moins que t'en manges beaucoup en pas longtemps? Ouais, en tout cas. Merci, Bruno. À chaque semaine, tu nous rappelles que la planète évolue à 70%. Là-dessus, Antonio, est-ce que tu penses qu'il y a un sens profond entre les villes qui sont choisies pour les films de Die Hard? Le premier, dans le fond, ça se passe à Los Angeles, tandis que c'est un New-Yorkais. En fait, au début, c'est ça, c'est important que ce soit un personnage déplacé, parce que ça va avec le fait que c'est le divorce, etc. Donc c'est cette idée de recomposer la famille. Un petit peu comme les envahisseurs allemands, puis les Japonais, c'est de dépayser le héros au maximum. Et l'infiltration de l'Amérique, puis toujours cette polarité aussi entre côte Est et côte Ouest, les mauvaises blagues sur les Californiens, parce que quand il arrive dans l'aéroport et
tout ça. C'est des petites séquences qui paraissent anodines, ces affaires-là, de début de cinéma comme ça, que les personnages, on les connaît pas encore. Puis souvent, on vient qu'on les oublie, mais c'est effectivement des... D'ailleurs, dans le premier, ça marche très bien. Le premier est vraiment très Hitchcockien, sans doute aussi parce que ça s'appuie sur un roman qui est quand même très bien fait. Mais il y a beaucoup de détails totalement Hitchcockiens, comme le fait Très bien fait. Il y a un building en feu, puis un hélicoptère. Voilà, ça pouvait pas. Mais il y a par exemple ce détail... Bon, il y a beaucoup de détails dont on se rend pas compte mais à la première vision, mais le fait que sa femme, précisément, dans un moment un peu motivé de façon psychologique, sentimentale, hollywoodienne, mais elle décide de baisser la photo de son mari. Donc, c'est ce qui fait qu'on va pas, qu'Alan Rickman et les mercenaires ne vont pas, les terroristes, mais qui sont devenus en fait des sortes de mercenaires, ne vont pas identifier le personnage. Il y a le fait qu'elle a sa montre qui est comme le truc, l'emblème de sa trahison, parce que c'est une double trahison. Elle a quitté McLean pour sa carrière, pour faire sa carrière. Donc c'est clairement une dénonciation de la femme, de l'émancipation de la femme du travail. Donc elle a suivi son travail, mais en plus elle a trahi l'Amérique puisqu'elle travaille pour une compagnie japonaise. Donc en fait elle a elle est même très haut placée, elle a des secrets spéciaux. Et là donc cette montre qui est un Rolex qui montre, elle représente aussi une nouvelle alliance trahison avec le rival émotionnel de le cocaïnomane, qui est représenté comme un yuppie, un golden boy des années 80, ce qui est assez drôle aussi parce que du coup il y a aussi le fait que avec le Reaganisme, ce qui est très curieux, c'est que d'un côté lui il a fait tout pour la dérégularisation, etc., donc pour les grosses compagnies, pour les majors, mais il s'est toujours présenté comme un défenseur de l'Amérique profonde, etc. Donc c'est vraiment l'idéologie au sens classique. Ouais, c'est dire une affaire puis faire le contraire. Totale. Donc voilà un bon exemple avec ça, le fait que il devient le traître, le Judas en fait, se prétendant à le cocaïnomane. Effectivement, puis même il essaye de charmer aussi John McClane à un moment donné, mais ça marche pas parce que lui il sait. Il sait, il a son instinct de pur américain. Exactement. Etc. Mais effectivement cette montre là, il y a la scène à la fin où il va retenir et il va empêcher donc que Holly soit précipitée dans le vide, etc. En la délaissant de sa montre. Donc il y a toute cette symbolique qui est très forte et très appuyée dans le premier film. Alors effectivement le premier c'est ce côté sur LA. Le deuxième il y a à nouveau le retour mais c'est dans l'aéroport Allen Dulles de Washington. Il y a à nouveau le fait que il a continué à travailler dans l'autre. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que c'est Lord Ali perpétuel. Il doit tout le temps regagner sa famille, il doit tout le temps recomposer le truc. Et il est reparti suivre son travail. On aurait imaginé que le happy ending du premier aurait recomposé, mais en fait non, il doit à nouveau etc. Donc là c'est l'espace de l'aéroport. Donc en fait, puis on se demande si même il y a eu le temps de guérir, à ce point-là. Dans le deuxième film d'ailleurs, si je ne m'abuse, il est policier à Los Angeles. Il l'a suivi, effectivement, mais il est toujours en dehors de sa juridiction. Non seulement, mais là, il a comme changé de côte. Puis là, il est obligé d'aller retravailler de force sur l'autre côte. Il est dans toujours cette idée, d'ailleurs, c'est beaucoup plus... Le prophète apatride. Le policier est beaucoup plus épais, d'ailleurs, qui s'oppose à lui. Mais ce qui est aussi important dans ces deux premiers films, c'est que c'est des lieux très connotés par rapport au genre du cinéma catastrophe, puisque le premier, c'est un hommage à la Tour Infernale. D'ailleurs, le roman a été écrit par l'auteur, Richard Thorpe, a dit qu'il avait eu l'idée d'écrire Nothing Lasts Forever après avoir vu la Tour Infernale et en ayant fait des cauchemars sur quelqu'un. Alors la façon dont il décrit le cauchemar, c'est tout simplement quelqu'un qui est poursuivi dans un skyscraper, dans un gratte-ciel, par des gens armés. C'est ça juste la donnée de son inconscient. Puis même ils ont rajouté le feu plus loin. Là, et donc qui était dans la Tour Infernale. Donc, exactement, Et donc l'aéroport, c'est évidemment Airport, l'autre grand film catastrophe. Et le troisième Die Hard était supposé se passer sur un bateau, comme en hommage évidemment à l'aventure du Poséidon, l'autre grand film catastrophe. Mais qui ont refait en 2004, c'était assez touchant. Tout à fait. Et ils se sont fait niquer parce que, entre-temps, la formule de Die Hard avait eu tellement de succès qu'il y avait eu quantité de variations autour du concept, dont un film qui s'appelait Under Siege et qui, précisément,
le premier volet, parce qu'il y en a eu 2, le premier volet se passait sur un bateau. Donc, Un cuirassé, toi. Donc, il Qui pouvait était plus... en péril. Ouais, il y a le Exact. cuirassé. Donc, là. il ne- Casey fucking Ryback, hein, mais ça marche pas, c'est John McClane. C'est ça, il y a eu quantité parce que la formule était très, très saisissante, elle était très parfaite d'un point de vue... Polarisé à fond, exactement. Exact. On, Mais du coup, ils se sont on réveille crédités. les mêmes concepts, on leur redonne des armes plus modernes à la sauce du jour. Voilà, ouais, c'est Et donc, c'est du coup, fabuleux. ils ont été obligés de dévier de la série originale puisqu'elle était en train d'être copiée partout. Donc, en fait, c'est là où ils ont eu l'idée de New York comme huis clos. Et du coup, le méchant change parce que le méchant devient cette sorte de psychopathe mégalomane qui mène vraiment le jeu comme un metteur en scène. Oh, Il y avait déjà une idée dans les 2 premiers Die Hard avec le fait qu'il y avait des pièges, qu'il y avait des double Que cross. les plans étaient tellement têtes, avec Exact. tellement de gens impliqués Exact. que tu savais jamais quand ça pouvait virer de bord parce que peut-être que lui était avec l'autre et blabla. Là, Et dans le 3e, c'est poussé vraiment jusqu'au bout dans l'idée que tout est une mise en scène et que donc le méchant devient à la fois le réalisateur du film en quelque sorte, puisque Ouais. c'est lui qui orchestre tout. Et c'est drôle parce que la même année, il y a eu Seven qui était sur le même principe et donc ça a lancé toute cette mode. Après, il y aura Saw et puis il y aura tous ces trucs-là avec les méchants ultra les méchants qui réalisent Ils ont les tout prévu. films, j'aime ça, Voilà. ouais, exactement. Ouais, ouais. Qui ont pris le contrôle Même narratif du film. Même peut-être, voyons, Nick Nolte là, qui suit Robert De Niro, là, Oui. Fearless, Ouais, là, ouais, ça, ouais, je pense ouais, c'est des... en C'est tout cas... cette idée-là. C'est pour ça que les 3 premiers films ont été très innovateurs à chaque fois. Le premier avec la formule parfaite. Le deuxième qui introduit un motif qui n'est pas la première fois que ça apparaît, parce que tu parlais tout à l'heure de l'ennemi américain, mais dans le deuxième, il y a déjà l'ennemi américain et c'est cette idée de l'ennemi de l'intérieur qui par la suite va devenir l'ennemi typique parce que c'est la fin de la guerre froide et que l'ennemi ne peut plus être le... C'est le terrorisme, Donc, l'ennemi. Il n'y a c'est plus le de terrorisme visage, il n'y a plus de et c'est à la passeport. fois le personnage du big government gone bad. Ouais, ouais, Donc, exactement. ça va revenir Ouais. dans le 4, etc. Donc toujours cette Puis, idée. puis même, il était conspiracy Ouais, terroriste. bien sûr. Fait qu'ils réussissent à démoniser les conspiracy Exact. terroristes en transformant un conspiracy terroriste en méchant de la fin. Exact. C'est quand même un papier de tour de force. Ouais. Sacré. Est-ce qu'il y a un John McClane moderne? Ils ont essayé de beaucoup le passer. Je pense, mettons, The Rock dans Oui, ben, Breaking ouais, Bad. c'est ça, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de tentatives de Ouais. ramener, de se le reprendre, mais... Ben, en fait, je pense que McClane... Même Colin Farrell, même Russell Crowe n'a pas été capable. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est vrai que le truc avec McClane par opposition à James Bond ou des choses comme ça, c'est que c'est un mythe quand même qui a très peu de coordonnées. Donc le problème de ce type de mythe, c'est que quand tu as très peu de coordonnées, tu peux très vite passer dans la contrefaçon parce que précisément n'importe quel Exactement. film peut être Die Hard. Ouais, ouais. Et puis- Donc, et là, il y en a un qui s'annonce, un trailer totalement ultra propagandiste, Assaut de la Maison Blanche. Je sais pas si vous avez vu le trailer. Oui, oui, mais, oui, ouais, oui. mais bon, Ça a l'air c'est fantastique. exactement Die Hard. Ouais. Mais c'est évidemment dans la Maison Blanche. Alors la métaphore de la nation, là, on peut Tout le plus temps être- les endroits les plus importants, Exact. les plus sacrés. Voilà. Tout le temps garder les thèmes Air les Force plus vivants One, possibles. Ouais, exact. Ben oui, puis ça en plus c'était dans le temps qu'il venait de, en tout cas, cigare pis tout, là. Ouais. Changer l'intérêt de place. Antonio, merci Ben beaucoup. non, merci à vous. C'est la première fois qu'on t'invite, mais j'ai l'impression que ce sera pas la dernière. Ah, ben, super. À ton sens, il n'y a pas de nouveau John McClane? Bah, moi je pense que le cinéma d'action, il a toujours besoin de recombiner ces mythes. Donc les mythes, le fait du survivalisme, le fait du average guy qui sous pression se révèle, etc. Ça va revenir sous d'autres Ah formes. oui, ah oui. Mais par exemple, un truc curieux, par exemple, Jason Bourne, non, parce que Jason Bourne, dans les romans, il a eu du succès. Les premières adaptations cinématographiques n'ont eu aucun succès, pratiquement pas. Et là, du coup, dans le contexte du 11 septembre, on a retrouvé ce héros amnésique qui était un surhomme malgré lui, qui ne le savait pas, etc. Donc, il a fallu qu'il y ait eu un moment pour que ce héros qui était déjà là, qui avait marché Puis en même, c'était littérature, pas prévu pour être une trilogie, ça voilà. non plus. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont fait le 4, Ouais, ils vont en qui faire lui un. aussi Ah ouais. des vertus. Et c'est toujours le problème avec les mythes populaires, c'est que à un moment donné, ils ont vraiment leur forme, ils ont leur truc, c'est le moment. Puis ça- ensuite, il y a comme les intérêts, évidemment. Ça a de- vampirisé un petit peu du cosme de 13 aussi, là, Ouais. parce que Van Damme, il est capable Ouais. d'écrire des histoires. Ouais. Et, donc, j'aime ça, Jason Bourne, là, tu viens de me pogner Oui, par... tout à hein? fait, un autre, Très, très- comme dans hein? un autre modèle, puis à chaque fois, c'est comme ça, c'est comme des... Ouais, ouais. Voilà, updater les concepts, c'est une manière de brainwasher les gens, ou en tout cas de Ben, de contrôler continuer la la donne. machine, Là, que la machine voilà. continue, Et voilà, maintenant, l'entreprise culturelle en est une des plus profitables sur Terre. Bah, Et L'Amérique se définit, mais c'est ça qui est fascinant avec McLean et tous les autres, c'est que l'Amérique, c'est son cinéma.
fait, c'est un pays. D'ailleurs, Reagan, comme un acteur, président, c'est tellement le ouais. symbole de l'Amérique. Ouais. L'Amérique se définit. Le cinéma américain, pour ça aussi que, évidemment, c'est non seulement parce que c'est l'industrie, etc., mais c'est parce que c'est un pays qui se conçoit lui-même dans le terme cinématographique. Donc, Mhm. en fait, c'est pour ça que ces héros deviennent tout de suite des symboles d'autres choses, etc. C'est Oh, aussi oui. leur force. Bien sûr aussi, c'est ce sur quoi on peut ironiser quand on n'est pas états-unien et qu'on peut aussi se rendre compte. Et voilà. Moi, j'ai souvent dit que la force de l'Empire américain par rapport à tous les autres, c'est un petit peu comme McDo par rapport à Burger King. C'est que ils ont tellement réussi à contrôler ou à niveler les codes culturels que la définition du succès est à peu près partout celle de s'ils étaient pas là, je ferais comme eux autres, mettons. Tu sais, comme si si McDo était plus là, ben Burger King, il ferait comme McDo, puis il prendrait leur place. Ils ont tellement nivelé les codes qu'on en vient à tout le temps, un petit peu, parce que moi, je trouve que John McClane, c'est Jésus. C'est un nouveau Jésus. Un petit peu comme Jésus, c'était le nouveau Dionysos, qui était le nouveau Horus, qui était le nouveau C'est très Gilgamesh, mythologique, mettons. et c'est vrai que la mythologie procède de la même façon, et c'est comme ça que quand on étudie l'histoire des mythes, c'est assez fascinant, les résurrections, les Dionysos résurrectus, etc. Mais il y avait ce truc assez drôle des inconnus il y a longtemps, où ils avaient fait Rambo Jésus, je ne sais pas si vous aviez vu ça. Donc c'était assez drôle, c'était le modèle de... donc Jésus est de retour, ça va chier. C'est ça l'idée. Donc, Jésus 2. Ouais, exact. Cette Donc, fois-ci, Jésus se il n'y prépare. aura pas de joue gauche. Et c'était drôle parce que ça partait quand même, comme souvent chez les inconnus, ça partait d'une bonne connaissance des codes et ils avaient bien compris. Et voilà, ils les ont twistés pour nous faire rire. Merci Antonio. Merci à vous. Là-dessus, mets donc un dernier clip du film de ce soir. Je fais mon rant là-dessus, puis on s'en va au brouhaha faire... J'ai dit 2 fois là-dessus, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de dire autre chose. J'ai déjà mis tous les extraits, fait qu'on va aller avec d'autres choses au hasard. Du Mexicain, mettons. Bah, d'abord, j'en parle tout de suite. Puis on s'en va. Ah ouais, j'en parle tout de suite. Fait. J'en parle tout de suite. Pas game de le faire. Ok, je suis T'es pas mal sûr, fier. parce que sinon on peut mettre ça. Mets le long, mais... Check comment ça serait bon. On le mettra pas longtemps, ça c'est T'es un sûr que tu clip veux qui pas nous en vient de parler tout de Québec, suite? ça. Ouais, je suis sûr. Donc, un message aux bénévoles motivés potentiels. On est à la recherche d'un programmeur. Un programmeur PHP et Qu'est-ce que t'en de sais, database. si? Parce que c'est moi qui vais le gérer. Database et PHP. Non, attends, wow, je vais faire... Donc, je parle de arcade. Tu peux mettre des séquences du film le plus possible à la place de montrer ma face, mon cher Préjean. Zoom sa face. Voilà. Asti que je suis content à soir, pour vrai, là, on écoute Arcade. Comme la semaine passée avec Ring of Fire 2, Arcade, c'est un long métrage qui fait partie des classiques de mon existence. Une œuvre... Le temps presse. Une œuvre qui manifeste un doutisme auquel on doit au moins un peu les visionnements du lundi. Arcade. On a déjà projeté ce film-là en, je me souviens plus, de 2000X, soit exactement la même année que Megaman a été construit par le Dr. Light. Aussi, en fouillant mes notes du passé, question de me sauver la rédaction d'une page et demie, fus-je extrêmement surpris de constater que je n'avais jamais écrit de texte sur Arcade. Arcade. Ce film pour le moins conséquent. Arcade. Un des films préférés d'un de mes bénévoles préférés, qui est en France quand que je passe son film. Aucun texte sur Arcade. Pourtant, aussi vrai qu'une partie de moi se réveille avant moi depuis 20 ans, j'affirme à propos de ce film qu'il détient le potentiel d'inspiration pouvant alimenter la production d'une Bible. De ma Bible. De la Bible de Arcade. De ma Bible faite pour Arcade. Et elle serait grosse, ma Bible pour Arcade. En fait, cette Bible ne serait jamais vraiment terminée tellement la somme d'informations que stimule l'exposition d'un être humain moyen à ce genre de long métrage, en l'occurrence moi ici, est considérable. Ouais. Ah, Arcade, quel long métrage unique. Quelle œuvre méritant de jouer ici, de se voir réserver le traitement usuel qu'on offre ici tous les lundis à ce genre de création. Arcade, quelque part entre des concepts solides et une métaphore floue. Arcade,
mon Sherpa dans La Nuit sans sens. Arcade, si je suis un attouchement louche, t'es mon manque de remords. Arcade, t'es pour moi une source d'inspiration suffisante à me faire écrire jusqu'à ce que ma prose elle devienne tangible. Ah, Arcade, si tu es requin, je serai ton rémora. Non, mieux encore, deviens femme, je pourrai te prendre dans mes bras. Arcade. A pour arcade. R pour redire. C pour calissement. A pour arcade. D pour D. Doudou. E pour encore. Quelqu'un ici a vu Arcade? Moi. Non. Je l'ai en VHS. Pourtant, ça jouait à Télé-Québec 3 soirs par semaine. Hein? Il y avait Barracuda, Lolotte, mon oncle Darius, Conrad la blessure. Il y a même un kid qui vivait dans un cheval puis qui mangeait des Pop-Tarts en lisant des Tintins. C'était fantastique. Hein? Ils vivaient tous dans un green screen, là. Arcade, là. Ah, Arcade. En fait, entre toi et le Rapidotron, là, Arcade, là, je prendrais... c'est évident que je prendrais le Rapidotron, parce qu'il n'y a rien de mieux que le Rapidotron. Puis, tu le prendrais pour aller voir Arcade. En fait, check bien, si quelqu'un prend quoi que ce soit d'autre que le Rapidotron, quand il se fait offrir le Rapidotron ou quelque chose d'autre, ben, il est cave en hostie. Le Rapidotron, c'est le top. Pour vrai. Et puis, je vois pas ce qui pourrait se comparer au Rapidotron. Sinon... Arcade. En fait, si j'avais le Rapidotron, je l'utiliserais de ce pas pour aller sur la Lune, graver un arcade géant sur la surface de notre satellite pour que tout le monde puisse lire Arcade chaque soir. Aucun texte sur Arcade, ça fait 7 ans qu'on fait ça, on l'a projeté 2 fois. J'en reviens pas. On l'a projeté à Rocket en 2006. Il n'y a aucun texte sur Arcade. J'en ai aucun fait à date. Je me sens comme celui qui a une bonne raison de se sentir qu'il manque quelque chose à l'existence duquel il est responsable et qui manque de. Je me sens comme le gars qui faisait du ketchup Heinz sans tomate ou l'autre important qui croit que c'est possible de faire la guerre sans imbéciles. Comme si les Founding Fathers n'avaient pas trouvé de papier pour écrire ou que... Comme le grand gazou sans Fred ni caillou. Croche, ça. En plus, ce film-là m'affecte d'une manière bien spéciale. T'sais. Non seulement j'ai jamais écrit de texte dessus, mais en 1996, dans les vieilles notes de cartable, il est noté à -5. Aujourd'hui, je suis à quelque part entre -7 et -8. À toutes les fois, je le réécoute, un petit -0.2 vers la bonne direction. T'sais. Donc, devant vous, pour réparer l'affront, je lance ce texte écrit trop tard sur un film de retard qui aurait mérité une réelle métaphore de tape dans le dos, mais qui n'en aura pas, bon. Je savais qu'il était pour me faire mal, cette phrase-là. Une métaphore de tape dans le dos, c'est... Arcade. C'est un slasher de 1993 réalisé par Albert Pyun, aka le Ed Wood des années 90. Ce film contient les phrases « Tu peux dire adieu à ta réalité »,« Tu as tout prévu, excepté ma deuxième vie » et « Sarah, je suis ta mère ». Il y a aussi plusieurs dérivés de tubular, kawabunga, radical et autres appellations au relent de fluo trop tard de traduction française poche. Excellent long métrage. Sur ce, merci à Marc-André à la caméra, Simon Predge, Bruno Bernatchez, The Invulnerable. Aux amis dans le salon, on s'en va au brouhaha pour suivre la soirée. Merci surtout à notre invité de Marc. Ça a été Antonio, c'est fabuleux cette discussion-là. Merci beaucoup, Antonio.
Et voilà. Continuez à nous écouter. On est sur douteux.tv. Sinon, on vous rappelle que c'est très important de faire valoir votre droit à la démocratie. Vos ancêtres se sont mourus pour ça. C'est à partir du jeudi soir sur www.douteux.tv.org. www.douteux.org. Vous pouvez aller avoir une réelle incidence sur des votes importants qui vous touchent directement chaque lundi. Là-dessus, merci, on s'en va faire autre chose. Pow! Pow, j'ai dit. Sos, sitä nyt tarvitaan, mä huudan sos. Olen niin onneton, taas mun nainen jättänyt on sos. Nainen jätti taas mun, mä huudan sos. Miten tästä toivun, mä huudan sos. Kyllästyn elämään, eikö toivoa oo missään. Nyt olkoon määränpänä ennen KY, saan siellä seurautta ennen KY. On siellä tuttua ja pisajuttua, siellä varmasti ystävystyy. Ja siksi määränpänä ennen KY, saan siellä seurautta ennen KY. Tapat poikia, on henki oikea, siellä jokainen ystävystyy. Sos, miten tästä toivun, mä huudan sos. Kyllästyn elämään, eikö toivoa oo missään. Nyt olkoon määränpäänä ennen KY, saan siellä seurautta ennen KY. On siellä tuttua ja pisajuttua, siellä jokainen ystävystyy. Ja siksi määränpäänä ennen KY, saa siellä seurautta ennen. Déjà, on se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à lundi, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye. Après la pause, poursuivez avec tout.
Notre existence prend forme dans les gestes de la vie quotidienne. Cela nous échappe et le sens de la vie, parfois, déséquilibre le reste qui paraissait sûr de ne pas tomber. La chute paraît toujours plus longue quand c'est nous qui la vivons. En ce terrible mois de marche, faire attention dans les escaliers, ça marche. Parfois en voyage, je déménage à Laval, juste à côté de l'hôpital Cité de la Santé. À mon âge, on aime le confort. Il y a des parcs tout autour et plein de choses à faire. C'est des vacances à l'année. Allez visiter la... Je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. This product is designed to clean your video and audio heads in order to provide optimum VCR performance. Please continue playing this tape for the complete duration of the cleaning cycle.